Bonsoir à tous. Avec le très fort tremblement de terre au début de la semaine au Japon qui a ébranlé une centrale atomique, c'est tout le débat sur les risques du nucléaire civil et en France notamment qui est revenu au cœur de l'actualité. Nous allons l'évoquer ce soir et répondre à vos questions SMS et Internet. Avec nous sur ce plateau, Bernard Bigot, vous êtes haut commissaire à l'énergie atomique, vous êtes un des patrons de ce qu'on appelle le CEA, l'organisme français de recherche publique dans ce domaine, et vous êtes professeur des universités en physico-chimie. Stéphane Lhomme, vous êtes le porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, le réseau associatif qui lutte notamment contre le futur réacteur EPR, mais pas uniquement. Et vous êtes l'auteur d'un livre, L'insécurité nucléaire, bientôt un Tchernobyl en France, avec un point d'interrogation, aux éditions Yves Michel. Jean-Marie Chevalier, vous êtes professeur d'économie et vous êtes le directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières à l'Université Paris-Dauphine. Et vous êtes par exemple l'auteur des Grandes batailles de l'énergie aux éditions Gallimard dans la collection Folio. Et Francis Sorin, quatrième invité ce soir, vous êtes économiste aussi et directeur du pôle information de la Société française d'énergie nucléaire. On peut considérer que c'est le syndicat ou l'association qui fait la promotion du nucléaire civil en France. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Générale Nucléaire, éditée par cette SFEN. Alors messieurs, c'est très simple. Pas de langue de bois. Est-ce qu'on est passé avec ce tremblement de terre à côté d'un Tchernobyl à la japonaise? Stéphane Lhomme. Alors, on le saura peut-être jamais, puisque les gens du nucléaire ont l'habitude de cacher la vérité. Mais l'information la plus importante peut-être de cette affaire, c'est que, contrairement à ce qu'on nous a toujours raconté, les centrales nucléaires au Japon, et on le verra aussi pour la France, ne sont pas dimensionnées pour résister au séisme. C'est la quatrième fois d'ailleurs que des séismes ont donné lieu à des mouvements de sol supérieurs à ce qui était prévu au maximum pour les réacteurs nucléaires. Alors, il y a deux façons de réagir. La première... Sur les faits eux-mêmes, attendez, avant d'analyser ou de commenter les faits eux-mêmes, en fonction de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui factuellement vous permet de dire à vous, par exemple, adversaire du nucléaire civil, qu'on est passé tout près d'un Tchernobyl au Japon? Eh bien, tout simplement parce que si l'épicentre de ce séisme avait été encore plus près de la centrale, il était à une quinzaine de kilomètres, eh bien, on peut penser que là, on allait tout droit vers une catastrophe. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est que quand il y a un événement de ce genre, on peut avoir à la fois un incendie, comme ça s'est produit, mais aussi des ruptures de circuits de refroidissement. C'est d'ailleurs un défaut qui affecte tous les réacteurs nucléaires français, on y reviendra. Et puis aussi, on peut quand même penser que les gens qui s'occupent de la centrale peuvent être blessés ou tués, parce que le séisme, il ne fait pas des choses thématiques, il ne dit pas aujourd'hui c'est que incendie, il fait tout à la fois. Et si ça se produit, et ça peut arriver aussi bien en France qu'au Japon, et si l'épicentre est très près d'une centrale, il y a de grandes chances qu'on ait une catastrophe nucléaire. Stéphane, dans ce cas-là, il n'y a pas eu, au Japon, dans cette centrale, près de Tokyo, il n'y a pas eu de rupture des circuits de refroidissement? Alors, on ne sait pas parce que les informations arrivent au compte-gouttes. Au début, il n'y avait rien. Après, il y a eu du rejet radioactif 1,5 litre, puis après 1200 litres. Et puis après, on a appris que des fûts de déchets s'étaient ouverts. Donc, on n'en sait rien. En tout cas, je peux vous dire que tous les réacteurs nucléaires français sont affectés par un défaut. On va venir à la Et France, vraisemblablement au Japon aussi, parce que c'est un défaut, c'est des circuits de recirculation qui doivent intervenir en situation accidentelle, qui doivent refroidir le cœur du réacteur pendant un accident nucléaire, pour éviter que ça aille vers un Tchernobyl. Et en cas de séisme, les canalisations ont des ruptures et les morceaux vont colmater le circuit de recirculation et il n'y a plus de refroidissement du cœur à ce moment-là. J'essaye de voir clair, on va le voir en image, mais j'essaie de voir clair sur ce qui s'est vraiment passé. Francis Sorin, est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est passé là-bas? D'abord, est-ce qu'il y a eu rupture, par exemple, des circuits de refroidissement du cœur nucléaire de la centrale? Absolument pas. Je crois que si on veut prendre la mesure de cet événement, d'abord, il faut bien voir que ce n'est pas la première fois qu'une centrale nucléaire au Japon subit un séisme violent. Voilà, il est très fort. Hein. Il est très fort. C'est le plus fort. Hein. Mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un séisme d'une telle magnitude, aussi près d'une centrale nucléaire. Voilà. Et c'est la plus grande au Japon et peut-être une des plus grandes au monde. Elle a 7 réacteurs. C'est la plus grande au monde. Elle fait 8000... 7 tranches sur un même site. Pardon? 7 tranches sur un même site. 7 tranches, c'est-à-dire 7 cœurs nucléaires différents. Voilà. Voilà. C'est la plus grande au monde. D'accord. Et on a eu de la chance cette fois-ci. Ce qu'on peut dire, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon voisin, on peut dire que la centrale a souffert, mais elle a résisté. Elle a souffert, il y a eu, comme l'a dit Stéphane Lhomme, un incendie dans un transformateur en dehors du périmètre nucléaire. Il y a eu un peu d'eau chargée de matière radioactive qui s'est répandue hors de la centrale. 1200 litres. C'est un peu ça, 1200? Oui, 90 000 becquerels, c'est-à-dire que moins que ce qu'il y a comme becquerels dans ce studio. Vous voyez, donc c'est pas
c'est pas très important. Est-ce qu'il faut attendre que ça soit très important pour intervenir? C'est ça la question. Je voudrais qu'on continue sur les faits. Je termine. Donc un incendie, un rejet d'eau dont vous nous dites le degré de radioactivité n'est pas plus important que celui qu'il y a dans l'air ambiant ici. Bon, d'accord, ok. Et puis, je vous ai posé une question, est-ce qu'il y a eu rupture des circuits de refroidissement du cœur? Non, la centrale a résisté, c'est-à-dire que dès qu'elle a ressenti les premières secousses, les 3 réacteurs qui étaient en service ont été mis à l'arrêt automatique. Ça, c'est un point technique important. La procédure d'urgence, quoi. Voilà, ça s'est parfaitement passé. Les grands composants dont dépend la sûreté fondamentale de la centrale nucléaire n'ont pas été affectés. Donc ça veut dire qu'on a mis en route les procédures d'urgence et ça a coupé les 3 réacteurs totalement. Ils n'ont pas continué à fonctionner ou... Ils n'ont pas continué à fonctionner. Évidemment, ils ont continué à produire de la chaleur, c'est de la chaleur résiduelle, et il faut aussi gérer cette situation, ce refroidissement qui s'est géré dans de bonnes conditions d'après les informations que nous avons. Compte tenu de ce que vous venez de nous dire tous les deux, je repose ma question. Est-ce qu'on est passé à côté d'un Tchernobyl à la japonaise? Bernard Bigot, Jean-Marie Chevalier. Je réponds très clairement, non, on n'est pas passé à proximité d'un Tchernobyl. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le séisme de la plus grande magnitude qui se soit jamais produit à proximité d'une centrale nucléaire. Sur la planète entière. Sur la planète entière, et c'est la première fois. Et c'est la première fois. Si vous voulez, un séisme, il se produit quelque part, il est ressenti au niveau de la centrale avec une certaine force. La distance qui sépare l'épicentre, le point où se déroule le séisme, à la centrale, est effectivement un des éléments qui conditionnent le choc, les tremblements que ressent la centrale. Donc aujourd'hui, au niveau de la centrale, c'est pour la première fois un choc de cette même amplitude. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire non alors, pourquoi je dis non? Bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de constats qui permettent de répondre très clairement. Il n'y a pas eu du tout de rupture dans l'ensemble du circuit de fonctionnement de la centrale. C'est-à-dire là où il y a de la matière radioactive à très haut degré. Quels sont les incidents qui ont été rencontrés? Allons-y. Le premier, c'est un incendie d'un transformateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Un des pylônes qui supportait les câbles qui relient ce transformateur à l'ensemble de la centrale, le sol s'est déformé sous son pied, il s'est abattu, contact des 2 câbles, ça a créé une étincelle, ça a mis le feu. Et ça a quelles conséquences sur la partie nucléaire du cœur? Aucune, si vous voulez, aucune. Le point important, c'est les systèmes qui fonctionnent en automatisme, ayant ressenti la secousse, ont arrêté les 3 réacteurs qui étaient en route, ont arrêté la mise en œuvre d'un 4e, si vous voulez, ont mis en route les circuits de refroidissement. Il faut comprendre que lorsqu'une centrale s'arrête, c'est-à-dire que lorsque le processus par lequel... Voilà, par lequel, effectivement, on produit la réaction en chaîne et on génère l'énergie qui est indispensable à la production d'électricité, eh bien, ça s'est arrêté automatiquement, mais il y a un résiduel thermique. L'ensemble de la matière nucléaire continue à se désactiver et donc produit de la chaleur. Il est très important, effectivement, à ce moment-là, de refroidir le cœur. Donc, tous les systèmes qui sont prévus pour mettre en œuvre le refroidissement du cœur, ont joué parfaitement. D'où vient cette eau radioactive qui s'est échappée? J'arrive tout de suite. En fait, c'est quelques litres d'eau qui, dans la piscine de refroidissement des combustibles usés, donc sous l'effet de l'agitation, ça a débordé. Donc c'est sorti de la piscine. Ces quelques litres, effectivement, ensuite ont été entraînés par les mécanismes qui prévoient le nettoyage, ont été dilués. D'accord. Les mécanismes qui contrôlent la radioactivité avant le rejet dans la mer ont correctement fonctionné. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont été rejetés. Alors, ces 1200 litres d'eau. C'est la dilution des quelques litres radioactifs qui a. Est-ce qu'ils sont dangereux, ces non, 1200 litres? C'est 90 000 becquerels. Ça veut dire quoi? Pour vous prendre un exemple, vous, c'est 8 000 becquerels. Donc voilà, 12 personnes autour de la table et on est à nos 90 000 becquerels. Attendez, est-ce que par exemple, cette eau, ces 1200 litres à 90 000 becquerels, comme vous nous dites, je peux les boire ou pas? C'est 3 fois. Répondez-moi précisément. Laissez-moi juste un instant, si vous voulez. Est-ce qu'on peut les boire? C'est 3 fois la radioactivité du vin de table. Donc vous pouvez effectivement les boire sans que ça induise. Il ne faudra pas en boire des. Il ne faut pas que j'en boive en permanence tous les jours. Mais ce n'est pas un problème majeur du tout de santé publique, absolument. Est-ce qu'il y a eu rejet
je dirais, de gaz ou de liquide qui sont à très haut degré radioactif de la centrale. Il y a eu en complément de cela, sous l'effet de l'agitation, un des filtres, pour autant que nous ayons les premières informations fiables, si vous voulez, a rejeté quelques éléments radioactifs, je crois du cobalt, de l'iode, mais dans des proportions sérieux, ça. Vous avez l'air, c'est marrant parce que vous avez, enfin marrant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous avez l'air finalement un petit peu comme Stéphane Lhomme de dire j'attends de voir, je ne suis pas sûr des informations que fournissent les autorités japonaises. Le point très important là-dessus. On ne peut pas faire confiance aux autorités japonaises? Mais il faut prendre la mesure. 6,8, c'est un tremblement majeur. Je suppose que vous avez vu les images qui montrent des habitations tout autour qui sont complètement détruites. 300 bâtiments. Mais ça veut dire quoi? Ça n'interdit pas de dire la vérité, ça? Non, mais bien sûr que non. Mais cela veut dire que, avant de pouvoir donner des informations complètes, exhaustives, dans un ensemble qui comporte, donc comme je l'ai dit, 7 réacteurs, eh bien, il faut une étude extrêmement fine, rigoureuse. Donc, aujourd'hui, les informations dont nous disposons, je trouve que c'est remarquable que nos amis japonais, dans le contexte de tension et de pression qui est le leur, aient pu restituer les différents éléments déjà au point où nous les connaissons. Jean-Marie Chevalier, un mot simplement, parce que vous êtes un observateur, un économiste, vous n'êtes pas impliqué dans le nucléaire directement, vous regardez toutes les énergies, votre sentiment c'est quoi? Vous n'êtes pas non plus un militant anti... C'est qu'il n'y a pas de risque zéro. C'est que quel que soit le type d'énergie qu'on développe, on prend des risques. Ce qui m'inquiète sur le cas du Japon, c'est que c'est quand même une détérioration de la confiance que les Japonais peuvent avoir dans leur industrie nucléaire, parce qu'il y a toujours des rétentions, des formations, que l'on comprend. D'ailleurs, quand on est responsable d'une centrale et qu'il se passe d'un incident comme celui-ci, on ne comprend pas toujours tout de suite. Et donc, il y a une diffusion progressive de l'information, mais qui est, à mon avis, de nature à apporter un coup au nucléaire dans l'opinion publique japonaise. On va revenir sur ce sujet, mais on voit maintenant, avec plus d'explications et surtout en images, ce que l'on sait de ce qui s'est produit au Japon. Tremblement de terre, donc 6,8 sur l'échelle de Richter, c'était lundi, grosse secousse, des victimes, des dégâts, mais peu finalement au regard de l'importance du séisme, mais surtout une grosse frayeur, cette centrale atomique qui fournit l'électricité de Tokyo, qui dégage des fuites et qui a donc été touchée des fuites radioactives. Anne Poiret. 10 morts, 1 millier de blessés, plus de 10 000 déplacés. Mais le pire du séisme qui a frappé le Japon lundi matin est peut-être à venir. Le pire, c'est peut-être ça. Cette fumée noire qui s'échappe alors de la centrale nucléaire de Kashiwazaki, la plus grande du monde. Nous sommes à 9 km de l'épicentre. Les installations sont visiblement endommagées. Nous avons conduit notre vérification hebdomadaire à 4 heures GMT le 17 juillet. Nous avons alors détecté du cobalt 60 et du chrome 51, des matériaux radioactifs. Les taux de radioactivité détectés sont extrêmement bas, même comparés au maximum de radiation auquel des humains peuvent être exposés pendant une année. Cela n'a pas causé de dommages à l'environnement. Le problème, c'est que cet aveu est tardif et que les informations sont partiales. De l'eau contaminée déversée dans la mer, des fûts radioactifs à l'air libre, de multiples fissures et un taux de contamination que les dirigeants de la centrale sont accusés d'avoir minimisé. Colère des autorités japonaises. Elles ont ordonné la fermeture de la centrale pour une période indéfinie. Je crois que l'alerte a été donnée trop tard dans la centrale. J'ai envoyé de nouvelles instructions plus sévères à toutes les centrales pour alerter les autorités de façon plus rapide. Devant le maire de la ville, le patron de l'entreprise qui gère la centrale présente ses excuses au peuple japonais. Un geste qui n'a pas suffi à rassurer les populations. S'il y a un problème, je veux en avoir connaissance tout de suite. Nous devons toujours être informés de la situation. Je suis inquiet. On vit vraiment à côté de la centrale. La sécurité nucléaire, sujet sensible au Japon. Ces derniers mois, des révélations en cascade ont mis à jour des dizaines d'incidents dans les centrales parfois critiques entre 1978 et 2002. Certaines ont fait la une, comme ici en 2004, une fuite de vapeur qui fait 4 morts et une dizaine de blessés. Plus grave encore, dans un laboratoire expérimental. C'est l'accident le plus sérieux depuis Tchernobyl. L'armée sera même envoyée. Bilan 2 morts, plus de 400 personnes irradiées. À l'époque, les autorités avaient minimisé
et l'entreprise avait fini par s'excuser. Nous sommes extrêmement désolés d'avoir causé une fuite radioactive dans notre usine du village de Tokaimura. Des mensonges à répétition qui exaspèrent la population. Le souvenir d'Hiroshima est encore vif. En août dernier, la ville commémore le 61e anniversaire des frappes américaines. Ici, la première bombe atomique a tué 140 000 personnes. Par leur seule nature, ces armes nucléaires devraient être détruites. Mais les leaders du monde semblent ignorer ce message. Pour autant, le Japon est loin de renoncer au nucléaire civil. 35% de son électricité en dépend. 13 réacteurs sont aujourd'hui en construction. Alors évidemment, il ne faut pas confondre un réacteur avec une bombe atomique, hein, ça n'a rien à voir. Mais question SMS, la centrale japonaise est-elle réparable? Francis Sorin. D'après les informations qu'on a, il ne semble pas qu'il y ait eu des détériorations telles qu'il faille envisager des réparations en profondeur, si vous voulez. Et si demain, il y a une réplique de même nature, avec un épicentre plus proche par exemple, est-ce qu'elle est encore plus menacée? Il faudra voir quelles sont les conséquences sur la centrale, mais ce qu'il faut préciser, c'est que les composants d'une centrale nucléaire, les équipements, les matériels, sont en permanence maintenus, inspectés, voire changés. Il va se produire dans cette centrale ce qui se produit dans toutes les centrales japonaises et également dans les autres centrales dans les autres pays du monde et également en France. C'est-à-dire que à mesure que les connaissances progressent sur des phénomènes comme les tremblements de terre, sur des phénomènes comme la corrosion par exemple, eh bien les connaissances techniques et les systèmes, les procédés, les matériels progressent également. C'est-à-dire on les change, on change les pièces et on change les procédures. C'est une industrie qui est en permanente évolution. Et la même centrale, il y a 15 ans, n'est plus la même. La centrale d'aujourd'hui, si vous voulez, n'est plus la même que la centrale d'il y a 10 ou 15 ans. Est-ce qu'on va la recontrôler totalement avant éventuellement de la remettre en service? Est-ce qu'on ne va plus la mettre en service du tout? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'ils ont pris une décision sage, c'est-à-dire d'arrêter la centrale pendant plusieurs mois, voire une année, pour inspecter tous les composants, voir ce qui doivent être éventuellement changés, voir les améliorations qu'on peut apporter, voir par exemple au niveau, ce que disait Monsieur le Haut-Commissaire, au niveau des liquides qui ont débordé, s'il n'y a pas des parades possibles, concernant les fûts de déchets très faiblement radioactifs qui ont été secoués, voir quelles sont les parades qu'on peut mettre en place. Tout cet examen va se passer pendant les prochains mois et il sera intéressant de voir comment les Japonais vont résoudre ces questions techniques. Vous disiez tout à l'heure, difficulté dans la transparence, dans les faits, j'entendais aveu tardif, information incomplète. C'est ça qui vous frappe le plus dans le processus de cet accident dont, visiblement, pour l'instant, on voit bien qu'il n'a pas de conséquences sur des individus. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de victimes. Non, alors la rétention d'informations et les mensonges, ça c'est une habitude avec les gens du nucléaire. On peut remonter évidemment à Tchernobyl, mais à de nombreuses reprises, c'est toujours comme ça que ça se passe. On peut rappeler l'inondation de la centrale du Blayais à côté de Bordeaux pendant la tempête de décembre 99, où on a frôlé la catastrophe. On l'a su que bien plus tard. Donc le mensonge, on n'est pas surpris. Non, à nouveau, vous parlez des gens du nucléaire comme si c'était des criminels. Écoutez, c'est comme ça que ça s'est produit tout le temps, que ce soit pour Tchernobyl ou chaque fois qu'il y a des événements très importants dans les centrales. C'est un peu l'habitude de Monsieur Loeb. Donc, moi, excusez-moi, mais être accusé de mensonge, non, moi, je n'accepte pas. C'est la réalité, écoutez, c'est ce qui s'est passé pour Tchernobyl, c'est ce qui se passe sur les centrales nucléaires. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Non, mais Stéphane Loeb, je vous pose une question parce que vous dites, on a souligné les aveux tardifs, mais finalement, la direction de la centrale a fini par présenter des excuses et dire, voilà, on en est là, on pensait qu'il y avait tant, c'est plus, etc., etc. Il parle par exemple du cobalt 60, du chrome 51, qui sont pas anodins. Cette société TEPCO, en 2002,
ils ont eu 17 réacteurs arrêtés du jour au lendemain administrativement parce que les autorités se sont rendues compte longtemps après qu'ils avaient falsifié des rapports de sûreté sur tout un tas de réacteurs avec des fissures importantes sur les cuves, sur les couvercles. Et imaginez en France un tiers des réacteurs arrêtés du jour au lendemain. Quand je dis que les gens du nucléaire mentent, je crois que tout le monde le sait. Mais il n'y a que vous qui le dites. L'information principale de cette affaire, je le redis, c'est que les limites maximales de résistance de la centrale ont été dépassées. Et donc cette centrale, elle est arrêtée pour au moins 1 an, mais je pense qu'elle ne redémarrera jamais. Et il y a plusieurs autres centrales au Japon qui sont concernés par cette affaire. Ils avaient dit au départ que c'était sur des failles qui étaient inactives. Elles sont actives. Et donc, normalement, il faudrait arrêter définitivement peut-être 10, 15, 20 réacteurs au Japon, voire plus. Donc, et je pense qu'on va venir sur la France, j'espère, parce que depuis ce matin, on a publié des documents qui montrent que la situation est au moins aussi grave. Et à nouveau, l'événement, c'est pas que la centrale n'est pas trop abîmée. C'est surtout qu'elle aurait pu, qu'on a frôlé cette important, mais si l'épicentre avait été beaucoup plus près de la centrale et non pas à 15 km, on aurait actuellement vraisemblablement une catastrophe nucléaire. L'épicentre était à 9 km. Donc il ne faut pas attendre que le Tchernobyl se produise. On a deux questions importantes, factuelles, précises, sur lesquelles je voudrais, si vous voulez bien, que vous nous donniez des réponses. La première, c'est cette fumée noire qu'on montre dans le reportage. Qu'est-ce que c'est? C'est un rejet de... Qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'huile de refroidissement du transformateur qui, comme je vous l'ai expliqué, a subi l'arc électrique lié à la chute de la potence qui portait les câbles et qui effectivement a déclaré le feu. Donc c'est une forme de feu classique, c'est pas un rejet classique. Ce n'est pas du tout dans l'îlot nucléaire, ça n'affecte en rien. D'ailleurs, c'est impressionnant cette fumée noire. Mais c'est là où c'est très important, si vous voulez. On peut faire du bruit, battre le tambour. Moi, je préfère regarder les faits tels qu'ils sont, expliquer calmement aux gens ce qu'il en est. Alors, deuxième question. Le cobalt 60 et le chrome 51, les Japonais eux-mêmes reconnaissent que ce sont des produits radioactifs. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux? Quelle est l'importance de ces produits rejetés dans la nature? Un radionucléide, il est dangereux en fonction de la dose. C'est-à-dire la quantité auquel vous êtes exposé. Et alors, en l'espèce, la dose est infiniment faible et il n'y a pas de danger. Ça a été affirmé par les autorités de sûreté. C'était quoi, des poussières qui ont été rejetées? Ce sont des petites particules, si vous voulez, qui ont été effectivement rejetées. Donc, lorsqu'il y a une réaction nucléaire, donc en particulier une réaction de fission, vous avez donc un noyau fissile qui va donner des fractions de noyaux, et puis il y a des neutrons qui se dégagent, et donc il y a des poussières qui sont filtrées en temps utile. Et comment elles ont pu s'échapper? Puisque vous nous dites que le cœur n'a pas été touché. Alors, mais dans l'atmosphère, il y a donc tout autour, et les matériaux qui sont là, il y a les gants de manipulation, il y a lorsqu'on sort le combustible, donc ce sont des fractions infinitésimales. Mais la grande force du nucléaire, c'est que même cet infinitésimal, on le perçoit, on le détecte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des filtres pour qu'en temps normal, rien ne ressorte. Ce filtre, il a été l'objet effectivement d'une agitation qui a libéré ces quelques particules. Mais je crois que, si vous voulez, je voudrais venir en faux à ce qui était dit. Attendez, oui, mais je voudrais quand même que vous savez, Jean-Marie Chevalier tout à l'heure nous disait, je suis inquiet parce que j'ai peur que l'opinion publique japonaise, finalement, le reportage lui a donné raison. On a l'impression que les autorités japonaises minimisent toujours un peu. Oui, parce que l'industrie nucléaire, je ne sais pas si elle ment, ne pourra jamais mesurer les mensonges. Mais l'industrie nucléaire, de par son extraordinaire complexité, ne sait pas elle-même toujours très bien ce qui se passe. C'est grave. Et donc, effectivement, il y a une espèce de délai entre un fait qui se passe et l'information donnée au public avec la dangerosité ou pas. Alors là-dessus, ce qui est important, c'est l'importance de l'agence de sécurité nucléaire qui doit surveiller de très près tout cela. Mais au-delà de ça, il y a quand même une méfiance vis-à-vis d'une compagnie à qui on ordonne d'arrêter une centrale et c'est à ce moment des cash flows qui n'entrent pas. Donc on comprend bien qu'elle fasse tout dans une bonne logique pour éviter, éventuellement masquer des événements, pour pas qu'on lui donne d'arrêter. Donc c'est ça qui m'inquiète, parce que c'est une entreprise privée. Privée et d'une extraordinaire complexité, avec des problèmes de sûreté qui sont quand même très particuliers. Vous êtes en train de plaider contre la privatisation de l'EDF, là? Non, je pense que le nucléaire, on en a fondamentalement besoin, mais en aucun cas, le nucléaire n'est l'énergie idéale. Et elle a des caractéristiques dont il faut beaucoup se méfier, mais comme dans d'autres énergies.
Stéphane Lhomme. Ben non, c'est pas comparable. On a vu cet accident chimique en Ukraine. Heureusement, c'est resté en Ukraine. Tchernobyl, c'était en Ukraine. Il y en a partout. Oui, mais justement, Tchernobyl, ça a contaminé un continent entier. Donc à nouveau, au lieu d'attendre que la catastrophe se produise, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Il y a cette fermeture de centrales pour un an, c'est déjà un premier point. Mais rien n'est décidé. Je voudrais bien qu'on soit très précis. Aujourd'hui, face à une situation qui est une situation dramatique, je ne sais pas si l'un d'entre vous a jamais subi un tremblement de terre. Personnellement, je l'ai connu, il était donc de force 5,3. Je peux vous dire que c'est extrêmement impressionnant. On est tous d'accord sur ce point-là. Voilà. Il n'y a pas de débat sur le fait que c'était grave. On est en train de gérer l'urgence. Et donc personne aujourd'hui ne peut savoir si la centrale sera fermée pour un an, pour 3 semaines ou pour plus. Donc pour moi, je crois qu'il faut être très réaliste. Le nucléaire, et je reviens du Japon il y a quelque temps. Au Japon, il y a une culture particulière. Donc reconnaître une difficulté, c'est très difficile culturellement. Donc aujourd'hui, il y a des lois extrêmement précises au Japon. Il faut en première urgence prévenir les autorités locales. Le fait, M. Bigot, que les autorités, la haute autorité de sûreté nucléaire japonaise, ait fait fermer 17 centrales à cette entreprise pendant un certain temps, c'est plutôt bénéfique, la preuve que ça marche mieux, ou au contraire c'est grave? Mais bien sûr, c'est très bénéfique. De mon point de vue, si vous voulez, le nucléaire ne peut pas se permettre des écarts. Donc lorsqu'il y en a qui ont été constatés, et la culture japonaise, comme je viens de vous le dire, elle était plutôt au silence. C'était des falsifications de rapports de sûreté, c'est quand même gravissime. Mais on l'a vu longtemps après. On s'est rendu compte que cette entreprise TEPCO avait caché des fissures dans les réacteurs pendant des années. Il y aurait pu avoir un accident très grave, et c'est pour ça que les autorités ont fermé d'un seul coup 17 réacteurs. Donc qu'est-ce qui nous cache encore? On n'en sait rien. Elles ont été rouvertes, ces centrales. Une fois de plus, on voit qu'avec les séismes, d'ailleurs, ils disent aussi que la centrale a vraisemblablement été très ébranlée, même si les conséquences ne sont pas catastrophiques, elles sont graves, mais elles ne sont pas catastrophiques. Je trouve extraordinaire, si vous voulez. Je trouve extraordinaire justement que la centrale, avec un tremblement de cette force-là, soit aujourd'hui dans un état où on a recensé 50 points d'incidents particuliers qu'il va falloir surveiller. Et si l'épicentre est sur la centrale, est-ce qu'elle résistera? Mais attendez. Bonne question, si je puis dire. Oui. Est-ce que si elle est sur l'épicentre, elle résistera? Tout dépend effectivement de la force qui est associée. Le même séisme. Aujourd'hui, effectivement, elle est dimensionnée. Elle a résisté, remarquablement résisté. Elle est dimensionnée pour résister donc au séisme tel qu'il s'est produit aujourd'hui. Elle est dimensionnée pour résister jusqu'à quel degré sur l'échelle de Richter? Aujourd'hui, elle a résisté à 6,8. Il faut savoir qu'il y a deux... Répondez à ma question. Jusqu'à combien sur l'échelle de Richter est-elle dimensionnée? Les échelles qui sont... Les Japonais ne parlent pas d'échelle de Richter. Hein. Les Japonais parlent d'une autre échelle qui est une échelle sur les accélérations. Hein. Donc aujourd'hui, il est clair que le tremblement de terre qui s'est produit a donné lieu à des accélérations qui sont supérieures au niveau qui avait été initialement pris comme référence. Le point très important, c'est qu'on prend des marges de sécurité extrêmement larges, et ça, je crois que c'est peut-être le meilleur renseignement qu'il y a aujourd'hui. 6-8, mais en fait on le fait pour plus fort. On le fait pour plus fort. Et c'est pour cela qu'elle a résisté aujourd'hui dans les meilleures conditions. Vous vouliez qu'on parle de la France, on va parler de la France. La sûreté nucléaire en France maintenant, à chaque incident important ailleurs, eh bien, on s'interroge. Et évidemment, puisque 78%, presque 80% de notre électricité est produite avec le nucléaire. Beaucoup de centrales en France, le deuxième parc au monde. Les centrales françaises sont aux normes antisismiques, disent les autorités. Faux, répondent les écologistes. Reportage d'Agathe Planté et Stéphane Lopez. La sûreté nucléaire française, une nouvelle fois remise en question. Après le séisme qui a touché la plus grande centrale du monde au Japon, les associations écologistes et antinucléaires reviennent à la charge. En France, selon elles, 48 réacteurs sur 52 seraient hors normes, inadaptés au risque sismique. Mais pour les experts de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, organisme de contrôle indépendant, pas de danger, même si son porte-parole s'empresse d'ajouter que le risque zéro n'existe pas. Le niveau sismique qu'on peut attendre sur le territoire français n'est pas comparable à celui qu'on peut redouter au Japon. On n'a pas de séismes récurrents de grande magnitude comme on les craint au Japon. La sismicité du territoire métropolitain est beaucoup plus faible. Néanmoins, le risque sismique a été pris en compte dès la conception des installations, de telle sorte que même si on devait redouter un dépassement
par rapport à l'aléa sismique qui a été retenu à la conception, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, ces dépassements ne seraient pas de nature à remettre en cause la sûreté des installations. Donc finalement, discours très rassurant. Discours prudent, mais relativement rassurant. Relativement rassurant. Voilà une approximation qui semble satisfaire en tout cas pleinement EDF. Pour le propriétaire et exploitant du parc nucléaire français, la sûreté et la transparence sont les vraies priorités du groupe. EDF fait tout pour assurer la sûreté de nos réacteurs. Et je veux dire, il l'a fait dès le départ au niveau de la conception, mais ce n'est pas parce qu'on était bon au niveau de la conception déjà d'entrée qu'on ne s'améliore pas tous les 10 ans. Je veux dire, tous les 10 ans, on refait des adaptations, on refait des améliorations, ce qui se traduit concrètement par des améliorations que l'on met en place, des adaptations que l'on fait au moment de ce qu'on appelle des visites décennales de nos installations, qui ont lieu, donc visites qui ont lieu tous les 10 ans et qui conduisent souvent à des arrêts de réacteurs dans lesquels on fait des adaptations. C'est des arrêts de 90 à 100 jours pendant lesquels on fait des adaptations de nos installations. Ça coûte cher, d'arrêter un réacteur ? Ah oui, ça coûte de l'argent, mais encore une fois, la priorité, c'est la sûreté. Donc de toute façon, pour nous, c'est une question qui ne se pose pas. Mais là, les associations ont vraiment des doutes. Monique Senet, physicienne nucléaire, aujourd'hui à la retraite, maîtrise ces dossiers depuis plus de 30 ans et elle continue avec son mari à éditer la Gazette du nucléaire, un magazine d'information qu'elle souhaite le plus objectif possible. Elle ne compte pas parmi les antinucléaires, mais elle est sérieusement critique envers EDF. L'IRSN voudrait qu'un certain nombre de travaux soient faits plus rapidement que ce n'est fait. Alors, en général, il y a une sorte d'arbitrage qui se fait en fonction des nécessités de faire de l'électricité et des nécessités de faire la modification. Bon. Si on veut être plus clair, ça donne quoi ? Ça veut dire que c'est un peu étalé dans le temps. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait, mais on prend un peu un pari en ne faisant pas la réparation tout de suite, mais en disant je la ferai dans 1 an, dans 2 ans. À cause de l'argent. À cause de l'argent, effectivement, à cause du fait que... Donc on peut mettre en danger des personnes à cause de l'argent. On peut toujours mettre les personnes en danger à cause de l'argent, oui. En pensant qu'effectivement, c'est pas trop grave puisque la probabilité n'est pas... Mais il ne faut pas trop jouer avec les probabilités. Dans le collimateur également des associations, l'autorité de sûreté nucléaire, la tutelle de l'IRSN, soupçonnée d'être un peu trop conciliante avec EDF. Mais cette semaine, l'ASN a publié une nouvelle note faisant le point sur les travaux d'entretien effectués par EDF dans certains réacteurs, comme pour démontrer sa vigilance et son indépendance. Voilà, le nucléaire français sous haute surveillance et la vigilance des citoyens. Est-il vrai, question SMS, qu'EDF a caché des données qui mettent en cause la tenue des réacteurs nucléaires en cas de tremblement de terre? Ça, c'est la thèse des écologistes et de votre association. Quelle est votre thèse? Alors déjà, notre thèse, elle se base sur des documents qui proviennent d'EDF. Alors déjà, je présente celui-là qui est en consultation depuis ce matin sur le site du réseau Sortir du nucléaire. Donc vous pouvez voir que cette figure à ne transmettre à l'extérieur d'EDF sous aucun prétexte. Nous mettons en ligne tout un tas d'informations. C'est quoi sûr, parce que là, c'est tout simplement chaque centrale est représentée avec le séisme de référence, puisque pour calculer la résistance, il y a un séisme qui peut dater d'il y a plusieurs siècles, et aussi les intensités qui ont été retenues par EDF, parce que tout ça, il y a beaucoup d'interprétations dedans. Et donc, grâce à nous, puisque ça n'a jamais été fait, les gens vont pouvoir voir sur ce site internet, pour chaque centrale, puisque chacun habite malheureusement près d'une centrale nucléaire en France. Le site de référence, c'est ça. Voilà. Répondez à ma question, quelle est votre thèse? Et surtout, alors notre thèse, c'est que qui est basée donc sur ces documents internes à EDF que nous avons récupérés. Ça, on a compris. C'est qu'il y a eu des divergences profondes d'interprétation des données entre, d'une part, EDF et d'autre part, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui fait partie de l'autorité de sûreté nucléaire, mais dans lequel on trouve des gens de tout à fait grande honnêteté et qui voulaient faire leur travail correctement. Et EDF s'étant rendu compte de cette divergence... Et les divergences sur quoi? Je ne comprends pas. Sur l'interprétation des données sismiques
sismique pour chaque centrale. Ils ne sont pas d'accord sur les risques que ça fait courir en Exactement. Et fonction sur le fait que les centrales, EDF disant ça va, et l'IRSN démontrant qu'effectivement ça n'allait pas. Et mais EDF, sur quel point, par exemple? Donnez-nous un point concret où ils ne sont pas d'accord. C'est le mur qui résiste? C'est quoi? C'est sur les calculs, c'est-à-dire que EDF considère que tel séisme de telle année était de telle puissance et qu'à rapporter à la centrale, ça va résister par rapport à ce qu'ils ont donnez-nous un prévu. exemple Sur les accélérations des un sols. nom de centrale où, selon vous, il y aurait des données et un vrai Par risque exemple, alors sur nucléaire sismique. Chinon, en Indre-et-Loire, EDF a tout simplement, pour faire ses calculs, baissé d'office l'intensité reconnue d'un séisme. Il y a une base de données qui s'appelle la base 6 France, dans laquelle vous avez tous les séismes qui sont reconnus avec leur intensité. EDF, ils ont pris le séisme qui correspond à cette centrale, ils ont baissé l'intensité d'un cran pour faire les calculs. C'est une falsification grossière. Okay. Alors attendez. Il y a d'autres falsifications comme non, mais ça. Attendez, permettez à vos adversaires de répondre sur ce point-là. Oui, mais attendez, pas tout à la fois, sinon on ne comprend pas. Quand même. Je termine. Non, parce que sinon on ne comprend pas. Donc vous venez de nous donner un exemple. Je voudrais que sur ce point, on ait la réponse de ceux qui, aujourd'hui, sont favorables au nucléaire. Alors, Francis Sorin, vous avez l'air de dire ou non, ce n'est pas le cas. Alors, Chinon. Écoutez, moi je pense que la démonstration de M. Lhomme n'est pas une démonstration crédible. Pourquoi? Parce que, en matière de sismologie, la première chose que font les experts pour déterminer le niveau de dimensionnement d'une centrale nucléaire, c'est de déterminer ce qu'on appelle le séisme maximal historiquement vraisemblable. Et alors à Chinon, par exemple. Pour cela, on cherche dans le passé, il y a 50 ans, 100 ans, 300 ans, quel a été le séisme le plus fort. Et on peut avoir des interprétations extrêmement différentes sur un même séisme. Ce dont parle M. Lhomme, c'est précisément de ces interprétations différentes qui sont tout à fait normales. Alors, attendez, historiquement, par exemple, on peut considérer que le séisme le plus rude en France, le plus dur, a atteint quel degré sur une échelle évidemment récente, l'échelle de Richter? Alors dites-nous précisément, Bernard Bigot. Oui, bien sûr, on a une traçabilité parfaite. Donnez-nous des chiffres, combien? Voilà, 7. 7. Voilà, sur l'échelle de Richter. En France, il n'y a jamais eu plus de 7. Voilà, c'est la référence qui est aujourd'hui. Vous pouvez accéder au travers d'un site, encore une fois, qui est un site du CEA. C'est pas mal parce que par rapport à 6-8 au Japon dont vous nous dites c'est fort. Voilà. Fort. Alors si vous voulez, vous posez une question précise, je vais essayer de répondre précisément. Non, EDF n'a pas menti. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lhomme prend argument à un instant donné, un instantané d'un débat entre les experts de l'IRSN d'un côté et les experts d'EDF. Il va falloir, à la suite de principes qui sont définis par l'État français sur les propositions de l'autorité de sûreté nucléaire, de définir effectivement, centrale par centrale, quelle va être l'accélération. C'est ça le phénomène important. Qu'est-ce qui va effectivement conduire à ce qu'il y ait des secousses violentes sur la centrale en question? Évidemment, il y a là débat d'experts. Il y a une confrontation. L'épicentre, où est-ce qu'il est? Il était profond de 5 km ou de 10? À partir de là, la nature du sol... Mais est-ce que ça veut dire que, du coup, EDF pourrait avoir sous-estimé les risques pour construire moins cher, finalement? C'est ça l'enjeu. Si vous voulez, je termine juste pour qu'on comprenne. Je vais répondre, il n'y a pas de problème. Donc, la nature du sol qui sépare l'épicentre, effectivement, de la centrale est un élément important. Donc, il y a un vrai débat. In fine, qu'est-ce qui décide? Ce n'est pas EDF. Qui? C'est l'État français, sur la base des éléments qui sont arbitrés par l'autorité de sûreté nucléaire, après avis des experts de l'IRSN. Alors qui dans l'État français? Qui décide? Eh bien, c'est le ministre en charge effectivement de l'autorisation en question, c'est-à-dire les ministres de l'Industrie et les ministres de l'Environnement. Bon, aujourd'hui, qui sont rassemblés en un seul ministère. Donc, je crois qu'il ne faut pas... Il voit le débat d'experts et il tranche. Bien sûr. Jean-Marie Chevalier. Ce débat, il a duré 2 ans. Moi, je voudrais juste quand même préciser. Quand vous avez une conversation, si je prends un instantané et que je conclus de ce que vous vous êtes dit dans l'instant, que c'est la conclusion du point de vue de l'un ou de l'autre, je pense qu'il y a une petite distorsion. Donc voilà ce que je voulais dire avec beaucoup de clarté. Jean-Marie Chevalier, tout de même, on voit bien que se transpose le débat sur la qualité des informations données par les autorités japonaises et par l'entreprise, à la France elle-même aussi, indépendance d'EDF d'une part ou non, autorité de sûreté, on dit souvent par exemple que l'autorité de sûreté nucléaire en France n'est pas assez indépendante. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'écolo par exemple dans l'autorité de sûreté nucléaire? L'État français n'a pas tellement le culte de l'indépendance. Ce n'est pas dans notre culture. L'État a envie de tout contrôler.
Et donc, je crois que dans le pilotage de l'industrie de l'énergie aujourd'hui, on a besoin de davantage d'autorités indépendantes réellement par rapport à l'État. On peut encore progresser en France. Mais c'est très compliqué. On progresse, oui, me semble-t-il, mais très doucement. Et effectivement, là encore, débat d'experts, etc., on n'a jamais une certitude. On est dans un monde énergétique qui est fondamentalement incertain. Et donc, chacun des risques, il faut les comparer avec d'autres, etc. Donc, les choix sont très difficiles aujourd'hui. Francis Sorin, je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas, par exemple, dans l'autorité de sûreté nucléaire, des personnes indépendantes qui ne seraient pas issues du sérail atomique, des ingénieurs physiciens français atomiques? Et des écologistes de réseau de sortir du nucléaire, par exemple. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas d'écologistes au sein de l'autorité de sûreté nucléaire? Membre du réseau sortir du nucléaire, il y en a. Il n'y a pas. Il doit y en avoir quelques-uns puisque les documents sortent, oui. Alors, Stéphane Lhomme, pourquoi vous disiez? Si vous permettez, Stéphane. Répondez à ma question et sinon je passe la parole à Stéphane Lhomme. Simplement, il faut bien voir que ce débat entre les experts, comme l'a dit M. Bigot, il est tranché par le gouvernement. Bien. Et le gouvernement qui s'appuie sur l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire. Et il faut savoir qu'au cours de ces dernières années, ce débat entre les experts a donné lieu de la part de l'autorité de sûreté nucléaire à un certain nombre de décisions. Parfois, elles tranchaient en faveur de telle thèse, favorable, enfin celle présentée par EDF. Parfois, elles tranchaient pour une thèse. Là, vous n'êtes pas concret. Donc, je vais passer la parole à Stéphane Lhomme pour qu'il nous fasse un autre argument, un autre exemple, concret et direct et simple. Très concrètement, sur les documents que nous avons pu sortir, par exemple, on peut lire l'IRSN, c'est l'autorité de sûreté qui écrit, l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, très officiel, a remarqué que les intensités épicentrales de la plupart des séismes de référence avaient été revues à la baisse par EDF, par rapport à celles qui sont proposées dans la base 6 France. Donc vous voyez, il parlait, c'était dans le cadre de la centrale de Chinon, mais ils disent que pour la plupart des séismes de référence, ils ont revu à la baisse. L'autorité de sûreté dit aussi à EDF, je vous rappelle que le zonage sismotectonique, donc la définition des zones et des données sismiques retenues, doivent correspondre aux meilleures connaissances du moment. Et l'exploitation de ces données ne doivent pas se faire de façon arbitraire et sans la prise en compte d'un certain conservatisme. C'est-à-dire que EDF se permet de faire absolument n'importe quoi dans ces données pour pouvoir arriver à la conclusion que la centrale va résister. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où on avait publié ces données, il y a eu la mise en place d'un lobbying très important de la part d'EDF pour empêcher la prise en compte des chiffres de l'IRSN, pour maintenir l'IRSN au silence. Alors je peux vous lire les extraits. Il faut mobiliser stratégiquement au-dessus des experts pour lever la contrainte. Même il parlait de recherche d'autres experts. Une communication de haut niveau vers l'autorité de sûreté nucléaire est requise, c'est-à-dire que certainement le PDG d'EDF a fait des pressions au plus haut niveau. Il faut trouver une échappatoire à cette menace, c'est-à-dire la menace de devoir payer les travaux. Et d'ailleurs, dans ces documents, EDF faisait un tableau pour faire la totalisation du coût des travaux de remise à niveau des réacteurs nucléaires. On arrivait à 1,9 milliard d'euros hors indisponibilité d'exploitation, parce qu'évidemment il faut arrêter les réacteurs. Et en plus, il concluait qu'un certain nombre de travaux n'étaient même pas réalisables. Sur Fessenheim et Bugey, qui sont les deux plus anciennes, les travaux de remise à niveau ne sont même pas possibles. Mais de toute façon, EDF a réussi à ne pas les financer, à ne pas les faire. Que je me tourne vers M. Bigot, parce que vous n'arrêtez pas depuis tout à l'heure. C'est important qu'on puisse dire ces choses. Et ça, c'est consultable sur le site internet du réseau Sortir du Nucléaire. J'ai une question simple, M. Bigot, si vous permettez. Est-ce que le risque sismique sur les centrales nucléaires françaises est sous-estimé? Non. Le risque sismique, il n'est pas sous-estimé. Il est, au moment de la construction, on a un certain nombre d'informations, on les prend en compte. Et je peux vous dire que l'autorité de sûreté nucléaire n'est pas une autorité de facilité. Elle est extrêmement rigoureuse. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi intéressée que vous et moi à ce que les risques qui pourraient être associés à l'énergie nucléaire, ils ne soient pas pris. Donc, j'ai entendu non et j'ai entendu l'exigence. Je voudrais maintenant qu'on vienne au troisième volet de l'émission, qui est la question de l'indépendance énergétique que le nucléaire donne à la France. Il y aura bientôt plus de pétrole sur Terre, ça c'est clair, 50 ans à peu près, et le kilowattheure, en tout cas produit dans les centrales atomiques, l'unité électrique, est moins cher. Reportage Gwenaëlle Le Gouil et Laurence Deleur. 73, premier choc pétrolier. Les prix de l'or noir flambent. La France s'engage dans le nucléaire.
nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts chacune. 25 ans plus tard, le prix du pétrole atteint des sommets, 75 $ le baril. Il est fluctuant et les réserves se font rares. Même si l'uranium est plus cher qu'avant lui aussi, la production d'énergie nucléaire est moins sensible au prix de sa matière première. Le prix de l'uranium a fait la culbute plusieurs fois dans les dernières années parce qu'il y a vraiment une hausse générale. Le pétrole est évidemment plus important que beaucoup d'autres choses parce que c'est le pétrole, quoi. On parle beaucoup plus du prix du pétrole que du prix de l'uranium. Mais par contre, la différence, c'est que dans le coût du kilowattheure nucléaire sortant des centrales, le prix de la matière première de l'uranium est beaucoup plus faible que ce n'est le cas pour le pétrole. C'est comme ça que ça... Pourquoi il est plus faible? Parce que dans l'industrie nucléaire, évidemment, l'essentiel des coûts sont au niveau de l'investissement dans les centrales, dans la construction des réacteurs nucléaires et dans leur exploitation. Avec 19 centrales et 58 réacteurs, la France est le deuxième pays producteur d'électricité nucléaire dans le monde, après les États-Unis. Une position qui lui permet de diminuer sa dépendance énergétique. Car la France ne produit qu'1% de sa consommation de pétrole, 2% de sa consommation de gaz. Le nucléaire nous permet d'avoir une indépendance en termes de production d'électricité, donc tout à fait considérable. 78% d'électricité d'origine nucléaire. Je pense qu'il faut quand même rajouter 12% d'électricité d'origine hydraulique. Donc en réalité, on a 90% de notre électricité qui est produite sur le territoire national sans que nous ayons besoin d'importer du gaz de l'étranger. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important d'être indépendant ? Quand on voit aujourd'hui, par exemple, le renchérissement du prix du gaz, quand on voit que le pétrole ou le gaz, les ressources en tout cas, sont concentrées dans un certain nombre de pays qui peuvent subir des instabilités géopolitiques, il est important d'augmenter l'indépendance énergétique et la sécurité de nos sources d'approvisionnement. Mais les centrales s'usent et ne sont pas éternelles. Entre 2017 et 2025, au moins un tiers du parc nucléaire français doit être renouvelé. C'est dans ce contexte qu'est né le projet de construction de l'EPR. Cette usine fabrique en ce moment un réacteur pour la Finlande. Il faudra construire ces mêmes composants pour la centrale de Flamanville en France. L'EPR, c'est un réacteur de 3e génération. Il est dit évolutionnaire parce que son élaboration s'est faite sur la base des générations précédentes et du retour d'expérience pour en tirer le meilleur. Ça nous a permis de mettre sur pied un produit qui fait plus d'électricité en consommant moins de matières premières, en produisant moins de déchets et surtout plus sûr. C'est-à-dire que les conditions de sûreté et de sécurité qui dans l'industrie nucléaire sont les premières que nous nous obligeons naturellement à respecter, sur lesquelles nous sommes dans une logique de progrès continu, ont été encore plus poussées dans le cadre de l'EPR. Enfin, dernier atout de l'énergie nucléaire, elle émet très peu de gaz à effet de serre. Un critère qui pourrait bien devenir fondamental dans les années à venir. Alors, le nucléaire et l'avenir en termes d'indépendance énergétique. Question SMS, la France est-elle véritablement indépendante sur le plan énergétique? Jean-Marie Chevalier. 40%. 40% de l'énergie consommée en France vient du nucléaire. Je rajoute à ça 15% à peu près d'hydraulique. Et donc, on a un coefficient d'indépendance qui est plutôt supérieur aux grands pays. Là, vous mettez toutes les énergies, c'est pour ça que c'est plus les 78 d'électricité. Non, la production d'électricité, c'est 78% d'origine nucléaire. Mais le poids du nucléaire dans le bilan général français, c'est 40%. D'accord. Bon. Alors, indépendance, est-ce qu'on est indépendant? C'est ça la question. Il faut se méfier du mot indépendance, parce qu'indépendance, à quel prix? L'indépendance a un prix. Et le Japon, par exemple, est un pays qui, en dehors des incidents nucléaires d'aujourd'hui, a fondé son développement économique sur une énergie complètement importée. Le Japon ne produit pas d'énergie. Et la croissance japonaise a quand même été bonne. Donc, il faut chercher à encourager des énergies produites localement, comme le nucléaire, mais sans en faire un objectif d'avoir du tout nucléaire. Ce ne serait pas raisonnable. On est dans un monde où chaque énergie est en compétition l'une avec l'autre, avec des coûts sociaux et des pollutions très différentes. Et donc, il faut en permanence les comparer. Et finalement, les deux maîtres mots d'une stratégie énergétique en France ou dans n'importe quel pays industrialisé aujourd'hui, c'est efficacité énergétique. On peut vivre aussi bien en consommant moins. Et deuxièmement, diversification. Aucune source d'énergie n'est parfaite. On ne peut pas avoir un système dans lequel on n'a que du vent ou que du nucléaire ou que de l'éolien. Donc il faut combiner tout cela dans un mix qui est d'ailleurs
dans un bouquet, comme on dit en France, qui est d'ailleurs assez compliqué à calculer. Alors, comme notre électricité est presque à 80% produite par le nucléaire, c'est autant de pétrole et de centrales au pétrole qu'on n'a pas à importer. Alors, est-ce qu'à cet égard, vous répondez de la même façon à la question, la France est-elle véritablement indépendante sur le plan énergétique, Stéphane Lhomme? Eh bien non, puisque 100% du combustible du nucléaire, c'est-à-dire l'uranium, est importé. Et la définition même de l'indépendance énergétique, c'est d'où vient le combustible. Parce que si on dit, oui mais l'uranium, une fois qu'on l'a acheté, on le met dans nos centrales, il vient du Niger, il vient du Canada, entre autres. Donc même cette partie-là, le nucléaire, on ne peut pas la considérer comme l'indépendance énergétique. Et d'ailleurs, on va vraisemblablement se diriger maintenant vers des guerres de l'uranium comme il y a des guerres du pétrole, parce que les réserves sont en train de s'amenuiser. Et donc, on va avoir de très très gros problèmes d'indépendance énergétique justement à cause de ça. Mais de toute façon, le nucléaire ne couvre que 17% de la consommation énergétique française. Monsieur Chevalier dit 40% parce que c'est un peu compliqué, mais il y a deux façons de compter l'énergie. Il y en a une, c'est la consommation d'énergie. Donc le nucléaire ne couvre que 17% de la consommation française d'énergie et 2% de la consommation d'énergie dans le monde. Il faut quand même rappeler que le nucléaire, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur le chiffre de 40? Parce que Monsieur le Chevalier compte ce qu'on appelle l'énergie primaire. Oui. C'est notre façon de compter. Et pour le nucléaire, je termine, pour le nucléaire, compter en énergie primaire, ça consiste à compter dans la part du nucléaire toute l'énergie, toute la chaleur qui est perdue dans l'environnement, c'est-à-dire la vapeur d'eau qui s'échappe des tours de refroidissement et les milliards de litres d'eau qui sont rejetés dans les rivières. Toute cette énergie-là, elle est comptée dans la part du nucléaire, alors qu'elle ne nous sert pas, elle est perdue. Et donc il faut ramener à la consommation d'énergie. Le nucléaire ne couvre que 17% de notre consommation d'énergie. Résultat, on a importé l'an dernier pour 49 milliards de pétrole, de gaz et de charbon. On a importé pour 1,5 milliard d'électricité, parce que la France est un pays qui importe énormément d'électricité. Elle l'achète où? Elle l'achète en particulier en Allemagne. Et tous les gens qui disent que l'Allemagne sort du nucléaire grâce à l'électricité nucléaire française, c'est complètement faux, puisque c'est l'Allemagne qui exporte de l'électricité vers la France. Plus d'un réacteur nucléaire a été exporté vers la France en 2006. Ce sont les chiffres officiels du réseau de transport d'électricité. Donc la France importe parce que tout simplement on a installé tellement de chauffage électrique pour justifier le nucléaire que quand il fait froid, eh bien même nos 58 réacteurs nucléaires ne suffisent plus et on importe des quantités astronomiques d'électricité. Et c'est la même chose maintenant l'été, puisqu'il y a les climatiseurs qui rentrent en service et qu'en plus les réacteurs nucléaires sont en difficulté à cause de la canicule. Alors d'abord, très court, vous n'êtes pas d'accord sur 40 et 17%? Si, très court, si, c'est un problème de calcul entre énergie finale ou énergie primaire, et donc ça c'est vrai. Et c'est vrai que vous avez raison de souligner l'extraordinaire gaspillage de notre système électrique, dans lequel, quand on entre une quantité donnée d'uranium, on en ressort en énergie utile une fraction très mince. Sur notre dépense via l'uranium, pour l'instant, on avait un marché qui fonctionnait avec des prix bas, et donc il n'y avait pas de problème. Et dans le kilowattheure nucléaire, l'uranium représente très peu de choses. Mais c'est vrai, vous avez aussi raison de dire qu'on peut aller dans un monde où il y a davantage de rareté en termes d'uranium. Et donc concrètement, il ne serait pas raisonnable en France de remplacer tous nos réacteurs nucléaires par du nucléaire. Il faut davantage diversifier notre bilan électrique. Bernard Bigot, sur l'indépendance, est-ce que la France est indépendante? Et Francis Sorin? La France n'est pas indépendante, ça va de soi. Elle importe par exemple pour 49 milliards de produits pétroliers. 49 milliards, je rappelle que ça a doublé en 3 ans. Nous étions à 21 milliards il y a 3 ans. Donc, alors à quoi sert le nucléaire? Alors, le nucléaire, il est très précieux parce que effectivement, si le nucléaire n'avait pas été là, ce n'était pas 49 milliards que nous aurions, ça serait 70 ou 80. L'intérêt du nucléaire, c'est... Au prix du pétrole, nous importons aujourd'hui, ou nous consommons aujourd'hui, 8000 tonnes d'uranium par an. Nous consommons 120 millions de tonnes de pétrole. Les 120 millions dont je viens de vous parler, c'est 49 milliards de coûts extérieurs. Les 8000 tonnes d'uranium, c'est l'équivalent de 200 à 300 millions. Donc vous voyez bien que la plus-value pour produire les 40% d'énergie électrique, ça correspond aux 200 ou 300 millions dont je viens de vous parler. Et tout le reste, c'est le travail des Français, c'est l'investissement qui a correspondu, alors que dans notre cas, on achète, il n'y a pas de plus-value et c'est terminé. Voilà, c'est ça la grande différence. On passe aux questions SMS, c'est dans l'air. Quelles sont les mesures prises pour parer à toute éventualité d'un acte terroriste contre une centrale nucléaire? Les premières mesures, c'est effectivement la conception même de la centrale, avec des barrières successives. Les deuxièmes, c'est effectivement la vigilance.
c'est il y a effectivement... Et on ne peut pas approcher d'une centrale. Voilà, on ne peut pas approcher d'une centrale, on ne laisse pas quelqu'un venir auprès d'une centrale avec par exemple, véhicules qui pourraient être chargés d'explosifs ou autres. Donc c'est un mécanisme d'ensemble qui veille à ce que, si la première barrière était enfoncée, il y a la deuxième, cela pour faire la garde, troisième, etc. C'est le principe de défense en profondeur. Il y a un point très important, un petit avion, une centrale est protégée. Un très gros porteur, un Boeing, un Airbus, sincèrement, ça ne résiste pas. Si vous voulez, il faut toujours placer les choses dans le contexte tel qu'il est. Bon, un Boeing, avant qu'il arrive sur la centrale, ça se voit, hein, donc il y a des radars. Ça s'est passé ailleurs. Oui, non, ça ne s'est pas passé. Il n'y a pas, pas sur une centrale, il y a pas de Boeing qui sont... Je pense au 11 septembre. Oui, mais le 11 septembre, les tours du Manhattan Center, ils n'étaient pas avec le niveau de protection qui est celui qui entoure effectivement les centrales. Donc il ne faut pas transférer une situation à une autre. Donc aujourd'hui, les centrales résistent aux avions tels qu'ils sont là. Il peut y avoir des dommages. Hein, mais il n'y a pas à ce moment-là de risques qui sont associés effectivement à la population. C'est la stratégie sur laquelle la France a conçu son nucléaire. Des antinucléaires ont réussi plusieurs fois à pénétrer dans des centrales. Comment peut-on dire que la sécurité est assurée là? Je crois qu'ils n'ont jamais réussi à pénétrer dans ce qu'on appelle le cœur nucléaire, l'îlot nucléaire. Vous pouvez couper le grillage pour pouvoir accéder à ce qui n'est pas surveillé, qui est la tour de refroidissement et qui présente aucune difficulté particulière. Mais si vous voulez, c'est l'effet médiatique. Donc on est heureux d'avoir montré qu'on était capable de faire. Mais il n'y a pas de personnes qui sont rentrées sur le cœur d'une centrale. Vous avez réussi à rentrer jusqu'au cœur nucléaire? Non, mais de toute façon, les antinucléaires sont des gens bien intentionnés. On a démontré que des commandos déterminés pouvaient rentrer dans la centrale nucléaire, monter sur les réacteurs. Et par ailleurs, je rappelle ce document qui m'a valu une arrestation par la DST, puisque dans un pays où il y a du nucléaire, eh bien, il y a un flicage des militants et c'est un petit peu la police politique qui m'a arrêté le 16 mai dernier et pour savoir comment on avait eu ce document confidentiel défense qui reconnaît que même le futur réacteur français, le réacteur EPR, ne résisterait pas à un crash suicide. Et non, évidemment, personne ne peut dire qu'un avion ne sera pas détourné sur une centrale. Et par ailleurs, je rappelle qu'il y a tous les jours en France des transports de déchets nucléaires en train et en camion qui passent, y compris au milieu des grandes villes. Et en mai 2003, j'avais arrêté un train nucléaire dans la gare de Bordeaux, justement, et j'étais resté 20 minutes à côté en attendant que la police arrive. Et c'était très dangereux. D'ailleurs, je pensais qu'ils arriveraient plus vite, ce qui montre qu'en fait, quelqu'un pouvait venir le dynamiter au milieu d'une grande ville française sans aucune difficulté. Alors, le nucléaire français est-il rentable, Jean-Marie Chevalier? À l'heure actuelle, oui, c'est clair. Toutes les centrales qu'on a construites donnent un coût de production de kilowattheure qui est très compétitif. En revanche, pour l'EPR, on a de grosses augmentations. La future génération de réacteurs. Le réacteur qui va être construit à Flamanville, comme le réacteur suédois, ça a été montré. Là, on a des grosses dérives de prix. On arrive à un coût du kilowattheure qui est de l'ordre de 47 à 48 euros par mégawattheure. Alors qu'aujourd'hui, c'est combien? On se rapproche du prix du gaz importé. Donc, oui, ça passe, mais enfin, c'est... C'est serré. Bernard Bigot, vous n'avez pas l'air d'accord? Si, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, il y a des renchérissements de coûts, puisque au fur et à mesure où l'expérience industrielle est acquise, avec l'exigence sociale qui est toujours effectivement d'une sécurité accrue, eh bien, il y a des renchérissements. Et donc, aujourd'hui, le nucléaire, je le crois, et d'ailleurs il suffit de voir le nombre de pays qui se manifestent aujourd'hui au moment où l'envolée du pétrole est ce que l'on connaît, manifestent leur intérêt à revenir dans le nucléaire. Je donne juste un chiffre pour que vous compreniez bien. 21 milliards en 2005, 49 en 2007. Ça vous donne, c'est par exemple, les 24, c'est immédiatement, si vous estimez que c'est à peu près 3 milliards une centrale, vous voyez que c'est 6 centrales d'un seul coup que vous construisez, avec la dépense qui part en fumée. Une fois pour toutes. Sur la rentabilité, un mot de l'écologiste, mais court aussi, si vous voulez bien. C'est tout simple. Ne serait-ce que le démantèlement des installations nucléaires. La Grande-Bretagne a fixé à 104 milliards d'euros la facture du démantèlement de ces installations. Ils en ont 4 à 5 fois moins que nous. Donc on peut largement estimer... Pour vous, le nucléaire n'est pas rentable parce que le moment où il faudra démanteler on lègue une facture extraordinaire à nos enfants. Et en France, on a estimé à EDF à une trentaine de milliards pour le moment qui sont mis de côté, alors qu'il en faut certainement 300, 400 ou 500 milliards. En Grande-Bretagne, ils sont à 104 milliards. On a compris l'argument. Je passe à la question suivante. Le nucléaire, hors risque d'accident, ne reste-t-il pas l'énergie la plus propre à ce jour?
Stéphane Lhomme. Alors d'abord, il y a les déchets radioactifs qui vont durer des milliers d'années, il y a les rejets permanents dans l'environnement radioactif et chimique, c'est très peu connu, le parc nucléaire est un des premiers pollueurs chimiques de France. En permanence, il y a des rejets dans les rivières de zinc, de chlorure, de phosphate, de tout un tas en très grande quantité, et c'est d'autant plus grave l'été quand le niveau des rivières est bas. Et c'est d'autant plus grave maintenant avec les canicules où les rivières sont pratiquement asséchées et les rejets continuent de ces produits chimiques dans les rivières. Bernard Bigot, votre réponse sur... Je confirme qu'effectivement le nucléaire est parmi les énergies les plus propres. Il y a par exemple les énergies renouvelables telles que le solaire, telles que l'éolien, qui ont aussi leur propreté. Et c'est tout l'intérêt de combiner, et notre pays a des atouts formidables à cet égard, à la fois le nucléaire et les énergies renouvelables. Je voudrais juste corriger le prix de l'électricité. Le prix de l'électricité tel qu'il est aujourd'hui mentionné par M. le Chevalier, il intègre le coût du démantèlement et de la gestion des déchets. Donc vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là. L'énergie nucléaire peut-elle être une alternative au pétrole? Est-ce que c'est déjà le cas d'ailleurs? Non. Enfin, pour les voitures, à très long terme. On ne sait pas encore quel sera le modèle de voiture de demain. Il y aura probablement plusieurs modèles de voitures. Il y a toujours les voitures à essence, il y aura le hybride rechargeable, ça c'est bon pour le nucléaire. C'est-à-dire les voitures que vous ramenez chez vous le soir et vous branchez, elles se rechargent sur du nucléaire de nuit, ce qui est intéressant. Ça se développera. Les piles à combustible, donc on aura différents modèles. Mais quand la question, si vous voulez, est-ce que le nucléaire peut remplacer le pétrole? À très long terme, peut-être oui. Pour l'instant, absolument pas. On est dans des systèmes extrêmement rigides qui ne se transformeraient pas du jour au lendemain. L'ouverture du marché de l'électricité permet-elle à des entreprises privées d'exploiter une centrale nucléaire? Francis Saurin. Oui. Ça permet à ces entreprises d'exploiter une centrale nucléaire. Il faut voir que le problème, c'est l'investissement. Si vous voulez construire un réacteur nucléaire, ça va vous coûter entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros. Donc vous dites, c'est une façon de nous dire que les États participent toujours à l'investissement? Non, l'entreprise privée peut fort bien investir, mais il faut pour cela qu'elle ait une vision à long terme. Parce que au fur et à mesure que sa centrale va fonctionner, c'est là qu'elle va engranger des bénéfices. Parce que le coût de revient du kilowattheure va être nettement compétitif par rapport aux autres formes d'énergie. Donc, gros investissement de départ, certes, il faut prendre ce risque si on a une visibilité sur plusieurs années. Et on prend pas de risque après avec la sécurité pour essayer d'être rentable comme au Japon? Écoutez, non, moi je pense que l'organisation du nucléaire dans les différents pays du monde est très diversifiée. Vous avez des compagnies qui sont privées aux États-Unis, des compagnies qui sont publiques comme en France, et on ne peut pas dire qu'aux États-Unis, dans les compagnies privées, la sûreté soit négligée. Qui contrôle l'état de nos centrales? Qui contrôle l'état de nos centrales? S'agit-il d'organismes réellement indépendants? Votre sentiment là-dessus? Alors, les contrôles sont faits par des gens qui ont tous la même formation que ceux qui sont à EDF ou au ministère de l'Industrie. Et d'ailleurs, on voit que souvent les nominations... Ils sont indépendants ou ils sont pas indépendants? Ils ne sont pas indépendants. C'est une confrérie, ce qu'on appelle le lobby nucléaire. Ils viennent tous pratiquement de l'école des mines. Ça, c'est n'importe quoi. Je le redis. En même temps, un agrégé de lettres, il ne peut pas contrôler une centrale nucléaire. Oui, mais donc effectivement, vous avez raison, le nucléaire reste hors de contrôle des citoyens. Et donc c'est une des raisons qui font qu'il ne faut pas faire de nucléaire, parce que ça va rester entre des spécialistes qui vont garder les informations pour eux, et on se retrouve avec des catastrophes. Non, vous êtes d'accord pour qu'un littéraire ne contrôle pas une centrale? Oui, mais c'est bien ça. Alors que les autres énergies peuvent être contrôlées par beaucoup plus de gens, le nucléaire reste que pour des spécialistes qui nous mentent, puisque par exemple, on nous avait prévu sur ce document de 74, on nous dit que la consommation d'électricité en France pour l'an 2000 serait de 1000 TWh. Elle a été en réalité de 420. Et donc c'est ça qui a justifié la construction des centrales. Est vraiment indépendante. Francis Saurin, je reprends la question. Votre réponse? Oui. C'est une autorité indépendante qui est formée de spécialistes du nucléaire. On ne va pas demander à des représentants vins et spiritueux de contrôler des centrales nucléaires. Il faut bien évidemment qu'ils soient spécialisés sur cette question. Et cette autorité de sûreté nucléaire, même si elle est sous la tutelle du gouvernement, elle établit ces réglementations, ces directives de manière tout à fait rigoureuse. Et croyez-moi, quand l'autorité de sûreté nucléaire débarque dans une centrale nucléaire pour une inspection, eh bien c'est là que vous voyez la rigueur. C'est-à-dire, ils ont peur? Eh bien oui, l'exploitant de la centrale est soumis par cette autorité nucléaire à un examen extrêmement sévère, extrêmement rigoureux. Si demain,
par exemple une équipe de C'est dans l'air, suivait l'autorité de sûreté nucléaire, est-ce qu'on nous laisserait faire? Pour moi, je ne vois aucun obstacle. Le Alors, nucléaire... je vous prends au mot. Est-il Oui, réaliste, bien sûr. dernière question, Bien est-il sûr. réaliste de vouloir remplacer toute la production nucléaire par les énergies dites renouvelables? C'est une des thèses des écologistes. Jean-Marie Chevalier. Jean-Marie Chevalier. C'est absolument pas réaliste parce qu'on a besoin, il y a plusieurs demandes d'énergie, d'électricité. Il y a la demande de base, le nucléaire il est très bon là-dessus. Il y a la demande de pointe, là il faut des turbines à gaz parce qu'on ne démarre pas une centrale nucléaire du jour au lendemain ou en quelques heures. Ou alors il faut des barrages, lâcher des barrages, donc il y a un mix là encore. Donc le nucléaire ne peut pas satisfaire tout cela. Et puis il faut développer l'éolien parce qu'on a besoin d'avoir des Mais il ne énergies. pourrait pas le remplacer totalement, c'est ça que Il ne je peut pas le remplacer Il totalement. ne faut pas gaspiller autant qu'on fait actuellement. Il faut économiser largement l'énergie et c'est possible. Merci à tous les quatre. C'est toujours un débat compliqué, c'est normal, c'est très technique et puis très tranché aussi. Merci de votre fidélité. À lundi, bon week-end. Restez avec nous sur France 5, sur la TNT immédiatement. Bonne soirée.